C'est un plaisir, mesdames, mademoiselles, messieurs, de vous retrouver avec ce nouveau numéro de l'entretien, le magazine de la 2STV qui aujourd'hui reçoit un expert comptable de formation, Sémou Mama Diop, qui vit et travaille en France depuis 16 ans, 1996. Sémou Mama Diop s'est révélé au public sénégalais avec les publications de ses romans, Le Dépositaire, Thalès le Fou et En attendant le jugement dernier. Bienvenue. Et merci beaucoup, Monsieur Kane. C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec vous et surtout avec vos téléspectateurs. En gros, disons que c'est une émotion particulière chaque fois que je reviens dans ce pays et que j'ai l'occasion, l'honneur de m'entretenir avec le public sénégalais. Très bien. Alors nous vous avions reçu sur le plateau d'Impression, l'émission qui est destinée à l'écriture, à la littérature, pour parler de votre dernier livre, En attendant le jugement dernier. Mais les idées qui sont exprimées là-dedans, votre manière d'aborder les thématiques ont fait que j'ai eu envie vraiment de vous recevoir dans cette émission L'Entretien, qui est un espace que nous-mêmes Africains, on s'autorise une autocritique. C'est-à-dire, puisque nous aimons les technologies, puisque nous aimons la façon dont les autres sont organisés, pourquoi nous n'avons pas l'état d'esprit qui est à l'origine de toutes ces technologies, ces inventions. Et donc, c'est la raison pour laquelle moi je me dis, mon combat, ce n'est pas l'Afrique face à l'Occident. Mon combat, c'est l'Afrique, les Africains face aux Africains. Que nous-mêmes, nous puissions régler nos propres problèmes avant de s'offusquer de ce qui se passe ailleurs. Donc quand vous écrivez, c'est cela, certains disent que vous avez mis votre plume au service de la société. N'est-ce pas de la grandiloquence? Certains le disent. Oui. Moi, je suis né dans ce pays, devenu adulte, éduqué et conscient des difficultés de cette nation, de ce peuple. Mon rôle, mon objectif, humble objectif, c'est d'essayer d'analyser ces difficultés et d'essayer de conscientiser les masses sur la nocutée, disons, de certaines pratiques pour qu'ils puissent prendre les décisions nécessaires afin de remédier à la situation. Alors vous avez dit tantôt, vous affirmez écrire pour heurter les consciences. Est-ce une manière d'assumer votre étiquette qu'on vous colle d'écrivain iconoclaste? Faut-il être écrivain iconoclaste pour heurter les consciences? Il me semble que oui. Il me semble que oui, parce que dans notre culture, dans nos valeurs, en général, on est dans les louanges. Et c'est très bien vu de louanger, mais on est
vite disons mal perçu dès qu'on commence à critiquer. Alors comment mes critiques ne visent pas une personne, mes critiques ne visent pas une catégorie, mes critiques visent à améliorer. En fin de compte, ce sont des critiques positives. Je veux heurter les consciences. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression qu'on somnole depuis plusieurs siècles. Il y a une certaine stagnation de l'Afrique et que l'Afrique dort souvent sur ses lauriers, de vieux lauriers, et que les Africains ont tendance à comment dire, évoquer l'héroïsme de leurs ancêtres quand il s'agit de parler de développement, du défi du monde moderne. Et donc c'est la raison pour laquelle je leur dis, il y a des choses qui ne vont pas. Si nous en sommes là, c'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas et ces choses-là nous concernent. À nous de nous concerter, de faire l'introspection nécessaire et d'essayer d'y remédier. Heurter les consciences, oui, si ça permet de réveiller ces consciences. Oui. Pas seulement heurter les consciences, vous dites aussi pour communiquer, partager, et cela veut dire peut-être que l'écriture pourrait être un acte innocent et doit être forcément engagé. C'est ça votre point de vue? De ma part, oui. Oui. Pourquoi, M. Kane? M. Kane, l'écrivain africain a ceci de particulier. Pas de la fiction pour l'évasion, pour faire rêver, pour... je sais pas, si, peut-être, mais les deux. Oui. Moi, je pense qu'on peut joindre l'utile à l'agréable. Parce que l'écrivain africain, je disais tantôt, a ceci de particulier qu'il sait qu'il sera peu lu par ses contemporains africains. Mais il a la possibilité d'être très écouté. Alors, s'il est un intellectuel engagé, il peut profiter de cette écriture. Il faut qu'il écrive. Parce que cette écriture va lui donner un certain crédit, disons, une caution, afin de lui permettre de détailler ses idées, de les expliquer et de soulever, si possible, des débats. Si bien sûr, il possède, en dehors des qualités requises pour l'écriture, d'autres qualités qui vont lui permettre, bien sûr, de s'exprimer en public et de soulever des débats ou bien de heurter les consciences. Oui. Mais je pense qu'il faut qu'on discute entre nous et qu'on arrive à trouver des solutions, mais de manière paisible, hein, de manière vraiment paisible. Oui. Un débat d'idées. Un débat d'idées. Oui. Voilà, un débat d'idées apaisé, oui. Peut-être même passionné, normal, mais qui, en fin de compte, conduira à ce que l'Afrique prenne en main son destin. Oui. Alors, vos motivations pour l'écriture, vous venez de le dire, sont sérieuses, graves, peut-être même gravissimes, mais en tout cas graves. Mais vous dites en même temps, écrire pour rire. Alors, est-ce là, pour vous, c'est une manière de prévenir qu'il n'y a pas seulement, qu'il y aura aussi de l'humour dans votre écriture, et même pour prévenir les pages salaces aussi qui sont dans vos écrits, il faut le dire. Hein? Oui, oui. Effectivement, écrire pour rire, oui. Parce que je pense que dès qu'on ouvre la première page d'un de mes ouvrages, oui. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'ironie dans ce que j'ai dit. Il faut rire. Le rire, c'est le propre de l'homme. Le rire fait partie de l'existence de l'humanité. Mais il ne faut pas qu'on s'arrête là. Bien sûr, il y a beaucoup d'ironie. Il y a des parties même dites, comme vous dites, salaces. Ah oui, absolument. Mais tout ça pour faire rire. J'utilise pas mal de vulgarité. Vos enfants. Voilà. Voilà. J'utilise pas mal de vulgarité, oui. Mais c'est surtout pour faire rire. Mais après avoir ri, il faut qu'on revienne à nos réalités. Bien sûr qu'il faut rire, parce que je pense que le rire a aussi une vertu thérapeutique. Mais au-delà de cela, il faut revenir sur les réalités. Parce que chaque fois qu'il y a un passage même où on arrive à rire, où on trouve que c'est salace, il y a un message qui passe et que ce message doit être compris, appréhendé par les lecteurs. Et bien sûr, ça doit leur permettre une prise de conscience progressive. C'est ça mon rôle. Cela veut dire aussi peut-être qu'on peut parler des choses graves au plus haut degré, sérieuses, en riant. Ah, bien sûr. Avec humour. Hein? Je pense qu'on peut rire de tout. Oui. Hein? Je pense qu'on peut rire. On peut rire de tout. Hein? Ça n'empêche pas qu'on comprendra. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Alors, votre livre, Thalès le Fou, je pense que vous a donné une renommée parce que ce livre a été censuré. On a même dit que vous avez été arrêté à l'aéroport. Mais non, ce n'est pas vous, c'est les livres, c'est les bouquins qui avaient été saisis par vous. Hein? Alors, est-ce que parce que ce que vous avez écrit, justement, était trop proche de la réalité, est-ce que vous, en tant que vous n'avez pas pris assez de distanciation entre la réalité et la fiction en les mettant ensemble? Alors, Thalès parce que l'histoire, c'est quand même, vous parlez de ministres qui sont incultes, minables, un pays avec une instabilité ministérielle terrible, les jeunes qui prennent les pirogues parce que leur avenir était barré pour partir.
Enfin, Thalès c'est ce qui s'est passé ici, disons. C'est ce qui s'est passé ici. Effectivement, d'ailleurs, on le voit très bien, on parle de la République du Djolof. Oui. Et qui, pour peu qu'on connaisse l'histoire du Sénégal, on sait ce qu'a été le royaume du Djolof. Oui. Alors, le Thalès le Fou est un roman, disons un roman satirique. Mais plus qu'un roman, je pense que c'est un pamphlet. Oui. C'est le fou qui parle. C'est le fou qui parle. Fou, oui. Un pamphlet qui a été écrit pour dénoncer les dérives d'un système. Oui. Un système dans lequel, il me semble, que les élites ne jouaient pas leur rôle. Et il s'adonnait à des pratiques délétères, à la cohésion sociale. J'ai écrit, j'ai dénoncé cela et ça n'a pas plu. Mais me concernant, ça ne m'a pas vraiment dérangé. Mais parce que quand je me suis engagé dans cette direction, je savais bien ce que je faisais. Vous avez reproduit ce qui existait, c'est ça? J'ai reproduit une réalité, peut-être avec un peu d'hyperbole, mais toujours la fiction, c'est qu'on rajoute des histoires pour faire rire et d'autres. Et parfois même la fiction, la réalité dépasse la fiction. Disons que j'ai écrit, bien sûr, j'ai parlé des dérives d'une société. J'ai parlé de remaniement ministériel intempestif. J'ai parlé de détournement d'argent. Et à côté, juste à côté des ministres incultes, ce qui était, il me semble, le cas il y a quelques mois dans ce pays. Mais je le fais parce que ça fait partie de mon rôle. Quand je me suis engagé dans cette voie, je me disais que je pourrais être censuré et même peut-être soumis à des représailles. Ah oui, pas surpris alors. Pas surpris, mais qu'importe. Qu'importe en fin de compte, parce que ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que les objectifs pour lesquels j'écris soient pris en compte et que je puisse arriver à ces objectifs. Quoi qu'il m'en coûte, en fin de compte, M. Kane, quoi qu'il m'en coûte. Voilà. J'ai été pas très surpris, parce que je savais à qui j'avais affaire. D'ailleurs, ça m'a donné, comme vous le dites, une certaine audience. Ça m'a permis, bien sûr, de m'exprimer davantage, d'être invité davantage et de pouvoir étaler mes idées et mes idéaux. Oui. Alors, vos lecteurs disent que vous êtes un écrivain iconoclaste. Les tenants du pouvoir, ceux que vous avez critiqués, disent que vous êtes un écrivain subversif. Pourquoi votre livre a été censuré? Alors, est-ce que cela vous dérange ou cela vous conforte-t-il dans votre comportement littéraire? Je l'assume. Ah, oui. J'assume tous ces qualificatifs. J'écris pour heurter. Et quand on veut heurter, bien sûr, on écrit aussi pour choquer. C'est à peu près la même chose. Oui. Ça fait partie des moyens que moi j'utilise pour arriver à mes objectifs. Nous avons besoin d'écriture percutante. Parce qu'on est indépendant depuis 52 ans. Oui. Et j'avais l'impression qu'on tournait un peu en rond. Il y a eu une génération d'écrivains qui sont passés, qui ont fait leur travail, une génération d'intellectuels, le nôtre et tout autre. Oui. Nous avons d'autres réalités, nous avons un combat à mener. Ce combat qui nous permet, qui doit permettre à une population de prendre conscience de ces réalités et d'affronter les défis du monde moderne. C'est ça mon rôle. Oui. C'est ça qui fait qu'on... C'est ça qu'on me traite d'iconoclaste. Oui, peut-être parce que quand je parle de personnages historiques, politiques qui ont autorité et qui semblent respectés, j'en parle d'une manière critique, d'une manière ironique, d'une manière qui fait rire. Quand je parle aussi de certaines valeurs qui semblent des valeurs purement africaines, et que moi, je pense qu'elles n'ont plus lieu d'être, j'en parle aussi avec l'ironie. Et tout cela, bien sûr, en plus de cela, il y a mon style aussi, qui fait que, effectivement, je suis traité d'iconoclaste et de subversif, mais je l'assume. Très bien. En toute humilité. Voilà. Je rappelle donc que nous recevons Sémou Mama Diop, qui est écrivain sur le plateau de l'entretien. Donc, vous avez subi... Alors, est-ce que vous avez subi une influence ou des influences quelconques? Pourquoi je pose cette question? Parce que Cheikh Anta Diop, son livre Nation et culture, après l'avoir lu, vous en avez fait votre livre de chevet. Parfaitement. Qu'est-ce qui vous a secoué là? Alors,
Avant Cheikh Anta, vous avez découvert des choses que... J'ai découvert beaucoup de choses. Fortes. En tout cas, la manière dont ces choses-là ont été traitées. De tout temps, puisque nous avons le complexe aussi du colonisé. Et que de tout temps, on nous a fait savoir que nous étions des sous-hommes, que nous n'avions pas eu de civilisation, ainsi de suite. Et ceux qui ont lutté pour décoloniser, c'est le cas du mouvement de la négritude et de ses ténors, ont évoqué des valeurs africaines de manière lyrique, de manière parfois même folklorique, disons. Ça pouvait, disons, secouer notre orgueil, de telle sorte, enflatter notre orgueil, je veux dire. Mais ce que Cheikh Anta a fait, pour moi, c'était davantage. Il a essayé de démontrer scientifiquement, en tout cas en utilisant les techniques de sciences humaines, comment l'Afrique a eu de grandes civilisations, comment l'Afrique existait de manière, je veux dire, culturellement, avant l'invasion européenne, avant l'arrivée des Occidentaux, avant la traite négrière, bien sûr avec des arguments à l'appui. Et cette façon de traiter cela, en disant, oui, il y a eu cela, mais attention, attention, ce n'est pas pour en faire, comment dire, une délectation narcissique. C'est pour vous dire juste qu'on a eu des civilisations et qu'on a stagné, voire régressé, et qu'il est temps qu'on reprenne le travail qui consiste bien sûr à faire en sorte d'avoir une culture, une économie et disons une civilisation encore rayonnante. C'est ça en fait. Et cette façon dont il a traité cela, ça m'a vraiment plu. Et je garde toujours Nation d'agriculture comme mon livre chevet, sachant que Cheikh Anta Diop a demandé à être dépassé aussi. Oui. Et puis j'ai lu quelque part que vous avez dit à ce moment à un de vos frères, j'ai enfin trouvé ma voie. Hein? Effectivement, oui. C'était une voie, celle de l'exploration, bien sûr, de l'histoire de l'Afrique. Parce que vous l'aurez remarqué, chaque fois que j'écris un roman, même si ça parle de choses modernes, contemporaines, il y a toujours des références historiques. Parce que l'histoire, je pense, de l'histoire sortira plein de choses. De la compréhension de l'histoire, on pourra appréhender notre futur, éviter que les erreurs ne se répètent, éviter que l'histoire balbutie, éviter plein de choses, plein de désagréments qu'on avait subis.